Maya servait au garçon silencieux son café habituel quand le roi des vampires se glissa dans la banquette à côté de lui. Le restaurant se figea. Ce que personne ne savait, c'est que le garçon était l'héritier du roi, et Maya venait de devenir le seul témoin humain de retrouvailles qui se préparait depuis 3 siècles. Les néons au-dessus du Mel's All Night Diner grésillaient leur air familier, projetant des ombres dures sur les banquettes en vinyle craquelé et les tables en formica tachées de café. Maya Chen essuyait le comptoir pour la 3e fois en 10 minutes, ses mouvements automatiques après 18 mois de service de nuit. L'horloge au-dessus du grille indiquait 1h47 du matin, ce qui signifiait qu'il arriverait bientôt. Les mardis soirs étaient devenus prévisibles d'une manière qui la réconfortait et la troublait à la fois. Dehors, la pluie d'octobre de Seattle peignait des traînées argentées sur les fenêtres, transformant le parking en un miroir de reflets néons. Le restaurant ne comptait que 4 clients, 2 camionneurs sirotant leur café noir au comptoir, un étudiant insomniaque penché sur ses manuels dans la banquette numéro 3, et Madame Patterson, qui venait chaque soir depuis la mort de son mari pour commander une tarte qu'elle ne mangeait jamais. Maya avait appris à ne pas poser de questions. Le service de nuit attirait des gens qui avaient besoin d'un endroit pour exister sans explication, et elle respectait cette règle tacite. La cloche au-dessus de la porte retentirait à exactement 2 heures du matin, et il entrerait. Ponctuel comme une horloge, ce garçon étrange qui payait son café noir avec la monnaie exacte et ne parlait jamais au-delà d'un merci chuchoté. Adrienne avait-elle appris en surprenant un appel téléphonique il y a 3 semaines, bien qu'elle fît semblant de ne pas connaître son nom. Il paraissait avoir peut-être 17 ans, avec une peau si pâle qu'elle semblait presque translucide sous les lumières crues et des cheveux sombres qui tombaient sur des yeux trop vieux pour son visage. Les autres clients l'évitaient instinctivement, s'écartant à son passage, les conversations s'éteignant en pleine phrase jusqu'à ce qu'il s'installe dans la banquette numéro 7, près de la fenêtre du fond. Maya avait remarqué ce schéma, mais avait choisi la gentillesse plutôt que la prudence. Elle chauffait toujours sa tasse avant de verser le café, glissait toujours des sachets de sucre supplémentaires sur sa table quand elle pensait qu'il ne regardait pas. Ce soir, cependant, l'ambiance semblait différente, chargée d'une électricité qui lui donnait la chair de poule et faisait crachoter la machine à café. La pluie dehors s'était arrêtée, laissant place à un silence contre nature qui se pressait contre les fenêtres comme une chose vivante. Maya vérifia de nouveau l'horloge. 1h52 du matin. 8 minutes en avance, la cloche retentit avec un son de verre brisé. Adrian entra en titubant, son masque habituellement composé, fissuré et saignant. Ses mains pâles tremblaient alors qu'il se dirigeait vers la banquette numéro 7, heurtant une chaise qui racla le linoléum avec un bruit d'ongles sur de la pierre. Maya attrapa la cafetière et une tasse propre, sa mémoire musculaire guidant ses pas sur le carrelage usé. Prenez un instant pour vous abonner à notre chaîne et laissez un commentaire pour nous dire d'où vous regardez et quelle heure il est. C'est toujours fascinant de voir jusqu'où voyagent ces histoires à travers le monde. Merci. Alors qu'elle approchait de sa table, elle remarqua que son reflet dans la fenêtre striée de pluie était étrangement faible, comme une photographie surexposée. Lorsqu'elle contourna le bord de la banquette pour lui faire face, elle vit pourquoi ses mains tremblaient. Des larmes de sang coulaient sur ses joues en de parfaites lignes pourpres, et ses yeux argentés contenaient une douleur si profonde qu'elle en eut mal à la poitrine. « Hé, est-ce que tu… » commença-t-elle à dire. Mais les mots moururent dans sa gorge, alors que la cloche du restaurant retentit de nouveau avec un son qui fit vibrer chaque surface en verre. L'homme qui entra portait un coûteux manteau noir qui semblait absorber la lumière plutôt que la refléter. L'eau ruisselait de ses cheveux sombres malgré l'absence de pluie dehors, formant des flaques sur le sol avec des motifs qu'il était douloureux de regarder directement. Au moment où il franchit le seuil, chaque client du restaurant se figea en plein mouvement.
Les tasses de café s'arrêtèrent à mi-chemin des lèvres. Les conversations s'interrompirent entre 2 syllabes. Même le vieux jukebox dans le coin s'arrêta dans un bégaiement, comme si ses engrenages s'étaient soudainement changés en pierre. Maya sentit le poids de son attention avant même de voir son visage. Une pression qui lui fit mal aux os et brouilla sa vision sur les bords. Quand il tourna ses anciens yeux argentés vers la banquette numéro 7, l'air lui-même sembla s'épaissir de reconnaissance et de faim. Sans parler, sans se presser, il glissa sur le sol du restaurant avec des mouvements trop fluides pour des articulations humaines. La cafetière de Maya tremblait dans sa main, la céramique cliquetant contre la céramique alors qu'elle regardait cet homme impossible se glisser dans la banquette en face d'Adrian. La ressemblance était là, une fois qu'on savait où regarder, cachée sous des siècles de différence mais indubitable dans la courbe de leur bouche, l'angle de leurs pommettes, la façon dont ils tenaient tous les deux la tête en écoutant des sons que les autres ne pouvaient pas entendre. Père et fils, séparés par le temps, les choix et le poids d'attente capables d'écraser des montagnes. Le roi des vampires prononça un seul mot dans une langue qui fit vaciller et mourir les néons, plongeant la moitié du restaurant dans des ombres qui se mouvaient avec leur propre intelligence. Lucien. Le nom flotta dans l'air comme de l'encens, lourd de pouvoir, de désir et du goût amer de vieilles blessures. Adrian, que Maya comprenait maintenant être en réalité Lucien, leva les yeux, qui reflétaient le regard argenté de son père. Les larmes de sang avaient séché sur ses joues, laissant des taches couleur rouille qui, d'une manière ou d'une autre, le faisaient paraître à la fois plus jeune et infiniment plus vieux. 300 ans, murmura le roi des vampires, sa voix portant le poids des siècles comme des sédiments dans des eaux profondes. J'ai fouillé chaque ombre, chaque murmure de rumeur, chaque rêve qui a franchi la frontière entre le sommeil et l'éveil. Tu as disparu aussi complètement que les étoiles du matin, ne laissant que le souvenir de ton rire dans des salles vides. La voix de Lucien se cassa à force de ne pas avoir servi, aussi rêche que du verre brisé sur de la soie. Je n'étais pas prêt à être ce que tu avais besoin que je sois. La couronne que tu m'offrais ressemblait à un nœud coulant, et chaque alliance que tu proposais avait un goût de cendre dans ma bouche. J'avais besoin de temps pour comprendre ce que signifiait régner, diriger, porter les espoirs de notre peuple sans me perdre en chemin. Maya réalisa qu'elle écoutait clandestinement une conversation de la royauté vampire, assistant à un échange qui pourrait remodeler le monde surnaturel. Les autres clients restaient figés dans leur stase surnaturelle, pris comme des insectes dans de l'ambre, tandis que des forces dépassant la compréhension humaine se déployaient à 1 mètre de l'endroit où ils étaient assis. Elle devrait courir, appeler quelqu'un, faire n'importe quoi sauf rester là à tenir une cafetière, comme si elle pouvait la protéger de créatures capables de déchirer l'acier à main nue. Mais ses pieds semblaient enracinés au sol, et son cœur martelait ses côtes, comme un oiseau en cage désespérant de sa liberté. L'attention du roi des vampires se tourna vers elle avec la lente inévitabilité d'un prédateur choisissant sa proie. Ses yeux anciens cataloguèrent chaque détail de son apparence. Des taches de café sur son uniforme, à la façon dont elle s'était inconsciemment rapprochée de Lucien, malgré chaque instinct de survie lui hurlant de fuir. « La jeune fille a été bonne avec toi, dit-il, et ce n'était pas une question, mais une déclaration de fait qui portait en quelque sorte le poids d'une loi naturelle. Sa voix ne contenait aucune chaleur, mais pas non plus de malice. Elle portait plutôt une terrible neutralité qui suggérait que la gentillesse et la cruauté n'étaient que des outils à manier selon les circonstances. Lucien hocha la tête, ses yeux argentés ne quittant jamais le visage de Maya. C'est la seule qui me voit moi, pas ce que je représente ou ce que je pourrais devenir, mais juste moi. Quand elle m'apporte mon café, elle ne tressaille pas, ne murmure pas de prière sous son souffle, ni ne fait de signes pour éloigner le mal. Elle me traite comme une personne digne de petite bonté, et ce don m'a gardé ancrée alors que j'aurais pu dériver complètement.
Alors elle a mérité notre considération, dit le roi des vampires, son regard perçant Maya avec une intensité qui lui donnait l'impression d'être transparente. Le poids de son attention était comme se tenir trop près d'un feu de joie, écrasant et dangereux, mais sans tout à fait la brûler. Quel est ton nom, enfant, et ne me mens pas, car je goûterai le mensonge sur ta langue avant que les mots n'aient fini de quitter tes lèvres. La gorge de Maya se contracta sans un bruit, sèche comme un parchemin ancien, avant qu'elle ne parvienne à forcer son nom à sortir, comme une prière offerte à un dieu incertain. Maya, Maya Chen. Le roi des vampires répéta son nom avec une précision méticuleuse, roulant chaque syllabe sur sa langue, comme s'il dégustait un vin d'un millésime qui avait vieilli au-delà de toute mémoire. Maya Chen, tu as pris soin de mon fils sans attendre de récompense, tu lui as montré de la pitié quand les autres ne montraient que de la peur ou de l'indifférence. Cela crée une dette entre nous, un lien qui ne peut être brisé par la distance, le temps ou le changement des saisons. Dans la culture vampire, elle l'apprendrait plus tard. Les dettes étaient des contrats magiques contraignants qui créaient des obligations durant des siècles. Maya venait de se retrouver mêlée à une politique surnaturelle qu'elle ne pouvait absolument pas comprendre, son simple acte de chauffer des tasses à café ayant ouvert une porte dont elle ignorait l'existence. Les clients figés commencèrent à bouger, alors que le sort qui les retenait relâchait progressivement son emprise, les conversations reprenant en pleine phrase, comme si aucun temps ne s'était écoulé. Mais Maya savait que tout avait changé, que sa vie tranquille de service de nuit et de routine prévisible venait de entrer en collision avec des forces qui opéraient selon des règles écrites dans le sang et la lumière des étoiles. Le roi des vampires se leva de la banquette avec une grâce fluide, son manteau noir s'installant autour de lui comme des ombres ayant pris forme. Demain soir, je reviendrai, et nous discuterons des termes de cette dette. D'ici là, mon fils reste sous ta protection, comme tu restes désormais sous la mienne. Quiconque voudrait vous faire du mal à l'un ou à l'autre répondra à des lois plus anciennes que celles écrites dans les livres humains. Sur cette déclaration, il glissa vers la porte, ne s'arrêtant que le temps de toucher l'épaule de Luciane avec une douceur surprenante. Le geste ne dura qu'un instant, mais Maya vit des siècles d'amour et de regrets passer entre eux comme un éclair illuminant un ciel assombri par la tempête. Puis il disparut, ne laissant derrière lui que l'odeur de la pluie et des vieilles roses, et le faible goût de pièces de cuivre sur la langue. Luciane leva les yeux vers Maya, son regard contenant à la fois de la gratitude et de la terreur. « Je suis désolé, murmura-t-il, sa voix à peine audible au-dessus des conversations reprises et du bourdonnement des néons qui revenaient à pleine puissance. « Je n'ai jamais voulu que tu sois impliqué là-dedans. Je n'ai jamais voulu t'entraîner dans un monde qui dévore l'innocence et recrache des eaux. » Mais Maya se retrouva assise en face de lui dans la banquette, sa cafetière oubliée sur la table entre eux, comme une offrande à des dieux qu'elle commençait à peine à comprendre. « Dis-moi ce qui se passe maintenant, » dit-elle, surprise par la fermeté de sa propre voix. « Dis-moi dans quoi je me suis embarquée, et ne me mens pas comme tu as menti sur ton nom pendant 3 mois. Parce que quoi que ce soit, qui que tu sois, je n'abandonnerai pas quelqu'un qui pleure du sang dans mon restaurant et appelle ça un mardi soir. » Le vampire qui s'était présenté sous le nom de Dorian Blackthorne revint le soir suivant, le poids des siècles pesant sur ses épaules comme une couronne invisible. Maya avait passé la journée dans un brouillard d'incrédulité, accomplissant les gestes de son service, tandis que son esprit rejouait des conversations impossibles et le souvenir d'yeux argentés dont les profondeurs lui étaient insondables. Quand Dorian entra dans le restaurant à minuit pile, les néons baissèrent d'intensité en signe de déférence à sa présence, et les quelques clients de fin de soirée trouvèrent soudain des raisons urgentes de payer leurs factures et de partir. Il se déplaçait avec la grâce fluide d'un prédateur qui n'avait jamais connu la peur, s'installant dans la banquette numéro 7 en face de Lucien,
qui sirotait sa troisième tasse de café. Maya s'approcha les mains tremblantes, la cafetière lui semblant plus lourde que d'habitude, alors qu'elle remplissait leur tasse avec des gestes devenus rituels au cours de ces étranges mois. Dorian parlait d'un ton mesuré, sa voix portant l'autorité de quelqu'un habitué à être obéi sans discussion. « Je suis Dorian Blackthorne, » dit-il, « souverain des territoires vampires du Nord-Ouest Pacifique, gardien des anciens pactes et père du garçon à qui tu as montré une gentillesse si inattendue. Mon domaine s'étend de la frontière canadienne à la côte de l'Oregon, englobant des territoires qui sont restés sous la protection des Blackthorn depuis plus de 4 siècles. Nous gouvernons dans l'ombre, maintenant l'équilibre délicat entre le monde humain et les royaumes surnaturels qui existent parallèlement aux vôtres. Maya écoutait avec un étonnement grandissant tandis que Dorian expliquait la structure politique complexe qui régissait la société des vampires, un système féodal plus complexe et dangereux que n'importe quel gouvernement humain. Les grandes maisons lui rendaient des comptes par l'intermédiaire d'un conseil d'anciens nobles, chaque famille exerçant un pouvoir qui remontait à l'aube de l'histoire écrite. La maison Volturi contrôlait les routes commerciales et les réseaux d'information. La maison Moreau commandait de vastes ressources financières accumulées sur des millénaires. La maison Sterling maintenait les anciennes magies et les connaissances rituelles qui gardaient leur espèce cachée de la détection humaine. Chaque maison cherchait à accroître son influence par des alliances stratégiques. Et le bien le plus précieux dans leur jeu politique était le sang royal. Lucien s'était enfui il y a 3 ans, à la veille de son 200e anniversaire, abandonnant le rituel de l'ascension qui l'aurait officiellement reconnu comme l'héritier de Dorian et l'aurait lié à des siècles de mariages politiques soigneusement arrangés. « J'en avais assez d'être un pion », expliqua plus tard Lucien, lorsque Dorian sortit pour prendre ce qu'il appelait des dispositions, ses yeux argentés reflétant une douleur plus profonde que des blessures physiques. Chaque cour de vampires veut me réclamer, me marier à leur fille ou à leur fils, utiliser ma lignée pour légitimer leur propre prise de pouvoir. Les Volturi ont offert leur plus jeune fille, promettant des avantages commerciaux et un territoire élargi. Les Moreau ont suggéré une union avec leur héritier, faisant miroiter des incitations financières qui pourraient financer des guerres ou les empêcher. Les Sterling ont fait allusion à d'anciens rituels qui pourraient lier nos lignées de façon permanente, créant des avantages magiques qui modifieraient l'équilibre du pouvoir pour des générations. Maya peinait à saisir les implications, sa compréhension humaine étant poussée au-delà de ses limites par des concepts qui opéraient sur des échelles de temps mesurées en siècles plutôt qu'en années. « Mais tu n'es qu'un gamin », protesta-t-elle, regardant le jeune visage de Lucien et ne voyant que de la vulnérabilité sous sa nature surnaturelle. Le sourire de Lucien contenait une connaissance amère qui le vieillissait au-delà de son âge apparent. « J'ai 203 ans, » dit-il avec une résignation tranquille. « Jeune pour notre espèce, mais pas un enfant selon les critères qui comptent dans notre société. J'ai vu des civilisations humaines naître et tomber, vu émerger des technologies qui auraient été considérées comme de la magie dans ma jeunesse, été témoin de guerres qui ont remodelé des continents et de révolutions philosophiques qui ont redéfini la nature même de l'existence. Mais en termes de vampire, je sors à peine de l'adolescence, ce qui me rend précieux en tant qu'atout politique précisément parce que j'ai des siècles devant moi pour avoir des enfants et forger des alliances qui survivront à la mémoire humaine. » Dorian revint avec des nouvelles qui transformèrent leur conversation intime en quelque chose d'urgent et de dangereux. Son expression portait le poids de développements fâcheux, et ses mouvements avaient acquis une tension qui rendait l'air lui-même électrique. « Le conseil a découvert la position de Lucien, » annonça-t-il, sa voix tranchant le bruit ambiant du restaurant comme une lame dans la soie. Mes tentatives pour garder son emplacement secret ont échoué, minées par des espions en qui j'avais confiance et des réseaux d'information que je pensais sécurisés. Ils envoient des représentants demain soir pour le ramener chez lui,
Une délégation qui ne tolérera aucun refus et ne reconnaîtra aucune autorité autre que leurs propres privilèges anciens. La dette de sang que je te dois pour ta gentillesse envers mon fils signifie que je dois t'offrir ma protection, mais cette protection a un prix que tu pourrais trouver trop élevé. Maya sentit le poids du destin s'installer autour d'elle, comme des chaînes forgées d'étoiles et d'ombres. Tu peux choisir, lui dit Dorian, ses yeux anciens contenant quelque chose qui aurait pu être de la compassion chez une créature capable d'une telle émotion. Accepter un charme mémoriel qui effacera ces événements de ton esprit et te rendra à ta vie normale, ou nous accompagner à la cour en tant qu'amis de Lucien et être témoin des conséquences qui découleront de cette situation sans précédent. Mais sache ceci par-dessus tout, une fois que tu entreras pleinement dans notre monde, une fois que tu verras les cours et les palais où nous menons nos anciennes affaires, tu ne pourras jamais le quitter complètement. La connaissance te changera de manière irréversible et tu porteras des secrets qui pourraient mettre ta vie en danger s'ils étaient révélés aux mauvaises personnes. Maya passa les 8 heures suivantes dans son petit studio, fixant des taches au plafond qui ressemblaient à des cartes de pays qui n'existaient pas, tandis que son esprit parcourait d'impossibles possibilités. Le sommeil se dérobait alors que ses pensées tournaient sans fin autour d'yeux argentés, de voix qui faisaient vaciller les ampoules, et de la façon dont Lucien avait souri la semaine dernière, quand elle l'avait défendu contre des étudiants ivres qui avaient pris son silence pour de la faiblesse. Elle se mit à faire des recherches sur la mythologie des vampires sur son ordinateur portable. Passant au crible des siècles de folklore et de légendes à la recherche de fragments de vérité enfouis sous des couches de superstitions et d'inventions hollywoodiennes. Le nom de Blackthorn apparaissait dans d'obscurs documents historiques, toujours liés à des morts mystérieuses et des disparitions inexpliquées, à des bouleversements politiques que les historiens peinaient à expliquer et à des changements économiques qui semblaient se produire sans cause visible. Les registres de propriété montraient que la famille possédait de vastes domaines dans tout le nord-ouest Pacifique, des biens qui n'avaient jamais changé de main, malgré des siècles de conflits humains et de transformations sociales. Son téléphone vibra à l'aube avec un texto d'un numéro inconnu, les mots apparaissant sur son écran comme une prophétie écrite en feu numérique. Ils arrivent en avance, ne fais confiance à personne d'autre que Lucien. Le message était signé d'un simple D qui portait plus d'autorité que n'importe quel sceau gouvernemental. Maya fixa ces mots jusqu'à ce qu'ils se gravent dans sa mémoire, comprenant que son temps de décision avait été compressé en heures plutôt qu'en la journée qu'on lui avait promise. Elle se mit en mouvement avec une détermination soudaine, attrapant son passeport dans le tiroir où il attendait, inutilisé depuis l'université, et l'argent liquide d'urgence que sa grand-mère avait toujours insisté pour qu'elle garde caché derrière la plinthe lâche dans le placard de sa chambre. Elle ne comprenait pas entièrement la compulsion qui guidait ses actions, mais elle savait avec une certitude absolue qu'elle ne pouvait pas abandonner Lucien pour affronter seule la politique de sa famille. Quand elle arriva sur le parking du restaurant, alors que les ombres du soir commençaient à s'allonger, elle trouva Luciane qui attendait à côté du bâtiment avec l'immobilité patiente de quelqu'un qui avait appris à mesurer le temps en siècles plutôt qu'en minutes. 3 berlines noires tournaient au ralenti à proximité, leurs vitres teintées d'une opacité qui suggérait qu'elles contenaient des passagers préférant l'obscurité à la lumière. Les véhicules vibraient d'une énergie qui lui donnait la chair de poule, et elle remarqua que les lumières de sécurité du parking vacillaient chaque fois que les moteurs des voitures se mettaient en marche. « Tu es revenu, » dit Lucien. L'émerveillement illuminant sa voix comme un lever de soleil perçant les nuages d'orage. Son soulagement était palpable, une vulnérabilité qui lui rappela pourquoi elle avait fait ce choix malgré tous les arguments rationnels contraires. « Quelqu'un doit veiller sur toi, » répondit Maya, surprise par la fermeté de sa propre voix. Elle s'était attendue à ce que la peur submerge sa résolution,
Mais elle sentit au contraire un calme étrange s'installer sur elle, comme une armure forgée de détermination et de la compréhension que certaines décisions transcendent la logique. La portière de la berline de tête s'ouvrit avec le murmure d'une ingénierie coûteuse, et la représentante Cassandra Volturi en émergea comme une figure d'une peinture de la Renaissance devenue terriblement vivante. Sa peau avait la qualité translucide d'un marbre poli pendant des siècles, et ses mouvements portaient la précision fluide de quelqu'un qui n'avait jamais fait un geste involontaire. Quand elle sourit, ses crocs captèrent l'éclat fluorescent du parking comme des dagues de cristal conçues pour des dessins plus élégants que le simple meurtre. Prince Lucien, dit-elle, sa voix portant des accents de langue morte depuis des millénaires. Comme vous êtes devenu rustique pendant votre long congé sabbatique loin de la société civilisée. J'espère que vous avez apprécié cette expérience de la mortalité, mais le conseil s'impatiente de votre rébellion théâtrale contre votre destinée ordonnée. L'indulgence de votre père a atteint ses limites naturelles, et le devoir vous appelle à la maison pour faire face à des responsabilités qui ont attendu bien assez longtemps votre attention. Maya sentit le jeu politique commencer autour d'elle, comme des pièces se déplaçant sur un échiquier dont elle ne comprenait pas les règles. Mais elle reconnut que les enjeux augmentaient avec chaque mot soigneusement choisi et chaque geste calculé qui déterminerait non seulement leur avenir immédiat, mais aussi le cours de la politique surnaturelle pour les décennies à venir. Le trajet jusqu'au domaine des Blackthorn serpentait à travers des cols de montagne qui semblaient exister en dehors de la géographie normale, des routes qui se repliaient sur elles-mêmes de manière impossible, tout en grimpant toujours plus haut vers des sommets enveloppés de brume. Maya pressa son visage contre la vitre teintée de la berline, regardant les repères familiers disparaître derrière des voiles de ce que Cassandra appelait la magie du glamour. D'anciens sorts qui faisaient voir aux satellites une forêt vide, là où une forteresse tentaculaire se dressait depuis plus de 4 siècles. Le domaine se matérialisa depuis le brouillard comme un rêve fiévreux devenu réalité. Ses tours gothiques et ses arcs boutants défiant à la fois la gravité et la logique architecturale. Des gargouilles étaient perchées à chaque coin, leurs yeux de pierre suivant les mouvements avec une intelligence qui suggérait qu'elles étaient plus que de simples décorations, et les énormes portes de fer portaient les armoiries des Blackthorn, travaillées dans des métaux qui semblaient absorber le clair de lune plutôt que le refléter. Maya sentit le poids des siècles peser sur elle alors qu'ils traversaient des couloirs bordés de peintures à l'huile représentant des nobles vampires morts depuis longtemps, leurs yeux suivant sa progression avec des expressions allant de la curiosité à une faim à peine dissimulée. Les pierres même sous ses pieds vibraient d'un pouvoir accumulé, et elle remarqua que les ombres se déplaçaient indépendamment de leur source, s'étirant et se contractant selon des règles qui n'avaient rien à voir avec l'emplacement des torches ou des lumières électriques. Dorian l'escorta personnellement jusqu'à ses quartiers dans ce qu'il appelait l'aile humaine, une section du château qui avait été modifiée au fil des décennies pour accueillir des invités mortels, des serviteurs et ce qu'il nommait délicatement des atouts politiques. Les chambres étaient luxueuses à tout point de vue, meublées avec des pièces dignes de musées et des œuvres d'art qui auraient fait pleurer d'envie les collectionneurs. Mais Maya réalisa rapidement que les fenêtres avaient été scellées et les portes verrouillées de l'extérieur à certaines heures. Elle était autant prisonnière qu'invitée, sa liberté dépendant des caprices de créatures qui mesurèrent le temps en siècles et considéraient la vie humaine comme de brèves bougies vacillantes dans une obscurité éternelle. Lucien la trouva l'après-midi suivant, tandis que les vampires plus âgés se retiraient dans les chambres sans lumière qu'ils utilisaient pour leur repos diurne, ses pas résonnant dans des couloirs qui semblaient se réorganiser quand personne ne regardait. Il se déplaçait avec l'assurance de quelqu'un qui avait passé des décennies à apprendre les passages secrets et les portes cachées du château,
la guidant à travers un labyrinthe d'escaliers de service et de pièces oubliées qui offraient des aperçus de l'histoire sanglante du domaine. Ici se trouvait la pièce où son grand-oncle avait été torturé pour trahison présumée. Là le balcon où un assassin des Moreaux avait trouvé la mort il y a 3 siècles. Et partout les traces persistantes de la violence qui avait façonné la politique des vampires pendant des générations dépassant la mémoire humaine. La maison Volturi veut que j'épouse la nièce de Cassandra, expliqua Lucien, alors qu'il marchait dans un jardin baigné de lune où chaque fleur s'épanouissait dans des tons d'argent et de noir. Comme si le sol même avait été vidé de sa chaleur et de sa couleur par des siècles d'occupation vampirique. Elle a à peine 70 ans, assez jeune pour être modelée en l'outil politique dont ils ont besoin, et l'union leur donnerait un accès direct au territoire et aux ressources des Blackthorn. La maison Moreau propose un autre type d'alliance par l'intermédiaire de leur plus jeune fils, un vampire prodige qui posséderait un sens financier capable de tripler notre richesse en 1 siècle, bien que leur véritable objectif soit évidemment de se positionner comme des acteurs influents dans la prochaine génération de la politique surnaturelle. La maison de Sterling veut juste mon sang pour leur rituel de fertilité. Des magies anciennes qui pourraient améliorer leur capacité surnaturelle déjà considérable et potentiellement leur accorder une influence sur le monde naturel lui-même. Maya avait du mal à comprendre la manière désinvolte dont il discutait de ces propositions qui allaient changer sa vie, comme si le mariage et l'alliance politique étaient des coups aux échecs plutôt que des décisions qui façonneraient le reste de son existence immortelle. Yid. Et si tu refusais, tout simplement? Demanda-t-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure dans le silence surnaturel du jardin. La question sembla flotter dans l'air comme de l'encens, lourde d'implications qu'aucun d'eux ne voulait examiner de trop près. Lucien tendit la main pour toucher une rose blanche qui poussait à côté du chemin. Et Maya regarda avec horreur la fleur tomber en cendres à son contact, ses pétales se dissolvant en une poudre que le vent dispersa comme les restes d'espoir incinérés. « Il n'y a pas de refus, » dit-il avec la résignation tranquille de quelqu'un qui avait accepté son destin il y a longtemps. Seulement réussir ou mourir, et mourir est considéré comme une forme d'échec qui jette la honte sur toute la lignée pour des générations. Les épreuves sont conçues pour tester non seulement mes capacités, mais aussi mon engagement envers la continuation de la société des vampires, ma volonté de subordonner mes désirs personnels au bien supérieur de la survie et de la prospérité de notre espèce. La première épreuve eut lieu dans la chambre cérémonielle du château. Une vaste salle circulaire taillée dans la roche vivante et bordée de miroirs d'obsidienne qui reflétaient des images sous des angles différents de ceux qu'ils auraient dû montrer. L'épreuve de la mémoire exigeait que Luciane revive l'histoire de sa lignée à travers des visions ancestrales, un processus qui avait rendu fous ou tué des héritiers précédents lorsque leur esprit ne pouvait supporter le poids accumulé des siècles. Maya regardait depuis la galerie réservée aux témoins, ses mains agrippant la balustrade de pierre jusqu'à ce que ses jointures blanchissent, tandis que Lucien convulsait sur l'autel d'obsidienne qui dominait le centre de la pièce, comme une accusation taillée dans le verre volcanique. Elle vécut des fragments de ses visions par une connexion qu'elle ne comprenait pas. Voyant à travers ses yeux, alors que les souvenirs ancestraux inondaient sa conscience avec une intensité écrasante. Dorian apparut tel qu'il avait été dans sa jeunesse, encore capable d'amour et de rire, avant que des siècles de règne ne l'aient endurci, en le patriarche froid qu'il était devenu, dansant avec une femme aux cheveux noirs, dont le visage exprimait une chaleur qui avait été éteinte par des guerres territoriales et des nécessités politiques. Elle assista à la mort de la mère de Lucien, dans un conflit qui avait déchiré le monde surnaturel, vit des armées de vampires s'affronter dans des batailles que l'histoire humaine avait enregistrées comme des catastrophes naturelles ou des pertes massives inexpliquées. Le frère qui était mort en défiant le champion d'une maison rivale
se matérialisa dans les visions. Son visage portant les traits de Lucian, mais tordu par l'arrogance et l'ambition qui l'avaient finalement conduit à sa destruction en combat singulier contre un adversaire qui avait vécu plus d'un millénaire. Quand Lucian se réveilla en hurlant, sa voix rauque des échos de l'agonie ancestrale, Maya enfreignit tous les protocoles et se précipita de la galerie vers l'autel où il gisait, tremblant d'une fièvre surnaturelle. Son contact le ramena en quelque sorte à la réalité, le tyran de la folie ancestrale qui avait emporté d'autres héritiers, et elle sentit une électricité passer entre eux qui n'avait rien à voir avec des charges statiques et tout à voir avec des connexions qui transcendaient le monde physique. Ses yeux argentés se fixèrent sur son visage avec une gratitude désespérée, et elle réalisa que sa présence avait littéralement sauvé sa santé mentale pendant les moments les plus dangereux de l'épreuve. Cassandra Volturi observa cette interaction avec l'intérêt clinique d'une scientifique étudiant un phénomène inattendu, ses traits anciens ne trahissant rien de ses pensées, tandis que son esprit cataloguait clairement chaque détail pour référence future. Fascinant, murmura-t-elle aux autres membres du conseil, sa voix portant à travers la chambre avec une clarté surnaturelle. L'humaine semble avoir un effet d'ancrage que nous n'avons pas vu démontré dans l'histoire documentée. Ce développement nécessite une étude plus approfondie pour déterminer s'il représente un avantage à cultiver ou une faiblesse à éliminer avant qu'il ne puisse compromettre l'efficacité du jeune prince en tant que souverain. Cette nuit-là, Maya resta éveillée dans sa luxueuse prison, écoutant des conversations chuchotées qui flottaient dans les couloirs du château, avec une acoustique surnaturelle qui portait le son plus loin que cela n'aurait dû être possible. Certains nobles discutaient d'elle comme si elle était une arme à retourner contre Lucian, une vulnérabilité qui pourrait être exploitée pour le contrôler ou le détruire lorsque la nécessité politique l'exigerait. D'autres chuchotaient à propos d'anciennes magies et de liens entre vampires et humains qui n'avaient pas été documentés depuis des millénaires, des connexions qui accorderaient supposément des capacités surnaturelles aux deux parties, tout en créant des dépendances qui pourraient durer au-delà de la mort elle-même. Les conversations la dépeignaient comme tout, du salut à la damnation, avec très peu de juste milieu entre ces extrêmes. Dorian apparut dans ses appartements près de l'aube, traversant les portes verrouillées comme si elles n'étaient que de simples suggestions plutôt que des barrières physiques, son expression grave, empreinte de préoccupation qui l'avait clairement tenu éveillé pendant la journée, tandis que ses sujets sommeillaient. « Ils essaieront de t'utiliser contre lui », l'avertit-il, s'installant dans le fauteuil près de sa fenêtre avec la grâce fluide qui marquait tous ses mouvements. Vos sentiments l'un pour l'autre sont évidents pour des créatures qui ont vécu aussi longtemps que nous, inscrits dans votre langage corporel, vos intonations vocales et la manière dont vous imitez inconsciemment les gestes de l'autre. L'amour est à la fois la plus grande force et la plus dangereuse faiblesse qu'un vampire puisse posséder, et le Conseil n'hésitera pas à exploiter l'un ou l'autre aspect si cela sert leurs objectifs politiques. Maya réalisa avec une clarté cristalline qu'elle était en effet en train de tomber amoureuse d'un prince vampire, son cœur s'attachant à quelqu'un dont l'existence fonctionnait selon des règles qu'elle comprenait à peine, tout en étant entourée de dangers qu'elle ne pouvait évaluer adéquatement. Cet amour pourrait se révéler être la clé de son salut ou de sa destruction, et elle se demanda si sa présence l'aiderait finalement à revendiquer son droit d'aînesse ou le condamnerait à l'échec et à la mort aux mains de ceux qui la voyaient comme une complication inacceptable dans leur jeu de pouvoir et de contrôle ancestraux. La deuxième épreuve commença 3 nuits plus tard sous une lune suspendue, comme une pièce d'argent contre l'obscurité de velours, sa lumière filtrant à travers les forêts de la péninsule olympique qui avaient été témoins de cérémonies plus anciennes que l'histoire écrite. La chasse rituelle exigeait de Lucian qu'il traque et capture un Wendigo, une créature de fin surnaturelle qui terrorisait les sentiers de randonnée avec des attaques que les autorités humaines attribuaient à des ours ou à des tueurs en série. Maya se tenait dans l'armurerie du château,
regardant Lucien choisir des armes qui brillaient d'un éclat plus que métallique, des lames forgées dans des métaux n'existant nulle part dans le tableau périodique et des carreaux d'arbalète taillés dans des bois ne poussant que sur un sol surnaturel. Malgré les objections de Dorian et le mécontentement évident du conseil, elle avait insisté pour rejoindre le groupe de chasse, sa voix ferme de détermination même si ses mains tremblaient devant l'ampleur de sa demande. Si je dois faire partie de ce monde, leur avait-elle dit, je dois comprendre ce que signifie vraiment vivre parmi des créatures qui chassent des monstres pour le sport et considèrent la vie humaine comme une ressource renouvelable à gérer plutôt qu'à chérir. Le groupe de chasse se rassembla dans la cour du château à l'approche de minuit, leur souffle visible dans l'air de la montagne qui portait des odeurs de pin et quelque chose de plus sombre qui donnait à Maya la chair de poule comme des avertissements primitifs. Cassandra Volturi se déplaçait avec une grâce prédatrice. Ses traits anciens sereins malgré la violence qu'il s'apprêtait à déchaîner, tandis que Marcus Moreau vérifiait ses armes avec la précision méthodique de quelqu'un qui avait tué suffisamment de fois pour que le meurtre ressemble à un entretien de routine. Helena Sterling paraissait faussement jeune et belle jusqu'à ce qu'elle sourit, révélant des crocs qui captaient le clair de lune comme des aiguilles de cristal et des yeux qui contenaient des siècles de faim soigneusement contrôlés. Maya comprit rapidement qu'il ne s'agissait pas seulement d'une épreuve, mais d'un piège élaboré, le groupe de chasse étant composé de vampires, dont les ambitions politiques exigeaient l'échec ou la mort de Lucien pour faire avancer leurs propres agendas au sein de la hiérarchie surnaturelle. Alors qu'ils suivaient la piste du Wendigo à travers des forêts anciennes où les sapins de Douglas atteignaient des hauteurs impossibles et où chaque ombre semblait se mouvoir avec une intelligence propre, Maya remarqua que les autres vampires se positionnaient pour isoler Lucien de potentiels alliés ou de voies de fuite. Elle se souvint des histoires de sa grand-mère sur la survie en pleine nature, des leçons apprises lors de voyages de camping d'enfance qui avaient semblé être des jeux, mais qui se révélaient maintenant être une véritable préparation au danger que la vieille femme avait d'une manière ou d'une autre pressenti. Utilisant des techniques de pistage transmises de génération en génération par des femmes qui avaient survécu en comprenant comment les prédateurs pensaient et se déplaçaient, Maya parvint à rester près de Lucien malgré les tentatives des vampires de les séparer par de subtiles manipulations du terrain et du timing. La piste du Wendigo menait à travers des clairières où l'herbe s'était flétrie à son passage et des ruisseaux qui coulaient noirs de corruption à cause de sa présence surnaturelle, des marques qui parlaient d'une créature dont l'existence même empoisonnait le monde naturel qui l'entourait. Quand ils le cernèrent enfin dans une clairière baignée de lune, entourée d'arbres dont les branches se tordaient, en motif qu'il était douloureux de regarder directement, la créature révéla une intelligence qui transforma la chasse d'un test de prouesse physique en quelque chose de bien plus sinistre. Le jeune prince sent la mortalité, dit-il d'une voix semblable au vent dans des cimetières vides. Ces mots portant des implications qui firent se tendre chaque vampire dans la clairière avec une compréhension soudaine. Quelle déception de voir la lignée des Blackthorn diluée par le sentiment et affaiblie par des attachements qui auraient dû être rompus il y a des siècles. L'attaque du Wendigo ne visa pas Lucien, comme l'exigeait la tradition, mais Maya, ses griffes se tendant vers sa gorge avec une vitesse surnaturelle, tandis que ses yeux brillaient d'une faim qui transcendait le simple appétit physique. Le mouvement était exactement ce que les conspirateurs avaient prévu, créant un choix impossible qui détruirait Lucien, quelle que soit l'option qu'il choisirait. S'il accomplissait l'épreuve en laissant Maya mourir, il gagnerait l'approbation du conseil mais perdrait son humanité au passage, devenant le genre de souverain froid et calculateur qu'il pourrait manipuler sans difficulté. S'il la sauvait en abandonnant le combat rituel, il échouerait automatiquement à la deuxième épreuve et renoncerait à sa prétention à la succession, laissant le trône ouvert à un candidat plus malléable qui suivrait les ordres du conseil sans discuter. Lucien choisit Maya sans hésitation,
abandonnant des siècles de traditions et de calculs politiques pour se jeter entre elle et les griffes surnaturelles du Wendigo. Sa décision aurait dû mettre fin à ses espoirs de succession et peut-être à sa vie. Mais quelque chose d'inattendu se produisit à ce moment d'amour et de terreur désespérée. Une lumière jaillit des mains de Maya comme de la poussière d'étoiles liquides, brûlant la chair du Wendigo et révélant des pouvoirs qui transformèrent tout ce que les vampires assemblés pensaient comprendre des hiérarchies surnaturelles. L'illumination qui émana de sa peau portait une chaleur qui fit reculer les anciens vampires, et lorsqu'elle toucha la forme corrompue du Wendigo, la créature hurla avec les voix de toutes les victimes qu'elle avait consumées au cours de siècles de prédation. Maya était un phare, une mortelle capable de canaliser l'énergie surnaturelle de manière que l'on croyait éteinte depuis plus de 300 ans. Les phares avaient été chassés jusqu'à la mort par les nobles vampires qui craignaient leur pouvoir de brûler à travers les tromperies surnaturelles et de révéler des vérités capables de renverser des structures politiques soigneusement construites sur des secrets et des manipulations. Le dernier phare confirmé était mort à Salem lors de procès orchestrés par les cours de vampires, cherchant à éliminer les lignées qui menaçaient leur contrôle sur les populations humaines. La révélation changea tous les calculs politiques en un instant, transformant Maya de pion utile en la personne la plus précieuse et la plus dangereuse du monde surnaturel. Cassandra Volturi sortit de l'ombre où elle attendait l'échec attendu de Lucien, ne prenant plus la peine de cacher le véritable agenda qui avait guidé des décennies de planification minutieuse et de manipulation patiente. La lignée des Blackthorn s'est affaiblie, annonça-t-elle avec la satisfaction de celui qui révèle enfin des cartes longtemps cachées dans un jeu qui s'était joué sur des siècles. Diluée par le sentiment et corrompue par des attachements qui n'auraient jamais dû être autorisés à se développer chez des créatures destinées à régner plutôt qu'à aimer. Mais un héritier phare pourrait restaurer la véritable force de notre peuple, nous fournir des armes contre des ennemis que nous pensions hors de notre portée, et accorder des pouvoirs qui pourraient remodeler le monde surnaturel selon notre vision ancestrale de l'ordre juste. Son plan se révéla avec une clarté terrifiante alors qu'elle parlait. Des intentions qui avaient été dissimulées derrière des manœuvres politiques et une fausse amitié pendant plus longtemps que Maya n'avait vécu. Cassandra voulait éliminer à la fois Dorian et Lucian, ouvrant la voie à un noble vampire plus approprié qui suivrait les ordres du Conseil sans l'inconvénient d'une pensée indépendante ou de considération morale. Maya serait forcée d'avoir des enfants avec ce successeur choisi, ses capacités de phare étant transmises à une nouvelle génération qui pourrait être entraînée dès la naissance pour servir les intérêts des vampires sans les complications des attachements émotionnels humains ou des contraintes éthiques. Marcus Moreau sortit des dagues d'argent qui brillaient d'enchantements conçus pour causer une douleur maximale aux créatures surnaturelles, tandis qu'Elena Sterling révélait des crocs qui avaient été affûtés en pointe assez acérée pour percer la chair de vampire aussi bien que la peau humaine. Ils planifiaient ce coup d'État depuis des décennies, attendant la bonne combinaison de circonstances qui leur permettrait de renverser la dynastie des Blackthorn et d'installer des dirigeants plus favorables à leur vision de la suprématie des vampires sur toutes les créatures surnaturelles. Les implications politiques s'étendaient bien au-delà de simples disputes de succession, englobant des plans pour restructurer l'ensemble du monde surnaturel selon des principes qui auraient horrifié même les nobles vampires les plus conservateurs des générations précédentes. Le pouvoir de Maya jaillit à nouveau sans son contrôle conscient. Une lumière éclatant de sa peau avec une intensité qui mit le feu surnaturel à l'ancienne forêt. Des arbres qui s'étaient dressés pendant des siècles s'embrasèrent de flammes qui brûlaient de couleurs sans nom, et l'air même sembla s'enflammer autour d'elle, alors que des énergies qu'elle ne comprenait pas et ne pouvait diriger se déversaient à travers sa forme humaine.
L'illumination brûla amis et ennemis, forçant tout le monde à reculer alors que la clairière se transformait en un brasier d'énergie surnaturelle qui menaçait de tout consumer à des kilomètres à la ronde. Dans le chaos de la lumière éclatante et des vampires hurlants, Lucien attrapa la main de Maya et l'entraîna plus profondément dans les montagnes olympiques, leur fuite les éloignant du groupe de chasse et les menant dans une nature sauvage qui offrait un sanctuaire temporaire contre des ennemis possédant des sens surnaturels et des siècles d'expérience dans la traque de proie sur n'importe quel terrain. Derrière eux, des arbres anciens continuaient de brûler d'une lumière qui serait visible depuis l'espace si les satellites pouvaient percevoir les phénomènes surnaturels, tandis que devant eux s'étendaient des montagnes et des forêts qui cachaient des dangers encore plus anciens que les vampires qui les chassaient maintenant, à travers une obscurité qui semblait murmurer des voix de créatures qui n'avaient jamais été humaines et ne le seraient jamais. La cabane cachée émergea de la brume de la péninsule olympique comme un secret chuchoté par des arbres anciens. Ses rondins vieillis et son toit couvert de mousse si parfaitement intégrés à la forêt environnante que Maya aurait pu passer à côté sans la remarquer si Luciane ne l'avait pas conduite directement à son entrée dissimulée. Son frère avait construit ce sanctuaire des décennies avant sa mort, choisissant un emplacement où les lignes telluriques se croisaient et où la vieille magie s'accumulait de manière qui précédait la politique des vampires de plusieurs millénaires. Des protections magiques vibraient dans les pierres de fondation même, des sorts qui reconnaissaient le sang des Blackthorn et accueillaient ceux qui étaient sous leur protection, tout en repoussant les ennemis par la confusion et la désorientation, les envoyant errer en cercle jusqu'à ce qu'ils abandonnent leurs recherches. À l'intérieur, la cabane paraissait plus grande que ses dimensions extérieures ne le laissaient supposer, les pièces s'enchaînant avec une logique architecturale qui relevait plus du rêve que de l'ingénierie. Des bibliothèques tapissaient chaque mur, remplies de volumes qui relataient l'histoire surnaturelle sous des angles jamais enseignés dans les universités humaines. Et Maya se sentit attirée par des textes qui décrivaient les relations entre les vampires et les phares, à des époques où la coopération plutôt que le conflit avait défini leurs interactions. Plus elle lisait, plus elle comprenait que ses capacités représentaient quelque chose de bien plus significatif qu'un simple talent surnaturel. Les phares n'étaient pas seulement rares, ils étaient l'équilibre naturel du pouvoir des vampires, créés par des forces qui cherchaient l'équilibre en toutes choses. Là où les vampires drainaient l'énergie vitale pour maintenir leur existence immortelle, les phares la restauraient, canalisant une puissance provenant de sources qui transcendaient la mortalité individuelle et se connectaient directement aux forces fondamentales qui maintenaient la structure de la réalité. Les deux espèces avaient autrefois été des partenaires plutôt que des prédateurs et des proies, travaillant ensemble pour maintenir la stabilité dans un monde où les forces surnaturelles et profanes s'entrecroisaient de manière qui pouvait soit nourrir les civilisations, soit les détruire entièrement. La peur et la politique avaient transformé des alliés naturels en ennemis, des siècles de méfiance bâtis sur des malentendus, qui servaient les intérêts de ceux qui profitaient de la division plutôt que de la coopération. Ma mère faisait des recherches sur les anciens partenariats quand elle est morte, révéla Lucien, alors qu'ils étaient assis devant la cheminée de la cabane, lisant des récits de collaboration entre vampires et phares qui avaient façonné l'histoire humaine de manière que les érudits n'avaient jamais soupçonné. Elle croyait que nos espèces pouvaient à nouveau coexister, créer quelque chose de meilleur que ce que l'une ou l'autre pourrait accomplir seule. Mais ces investigations menaçaient trop de structures de pouvoir établies. La guerre territoriale qui l'a tuée n'était pas un acte de violence aléatoire, mais un meurtre calculé conçu pour empêcher des découvertes qui auraient miné des siècles de suprématie soigneusement entretenus par des nobles vampires qui préféraient gouverner par la peur plutôt que de partager le pouvoir avec des égaux. Alors que Maya s'entraînait à contrôler ses capacités dans l'environnement protégé de la cabane, elle et Luciane se rapprochèrent d'une manière qui transcendait l'attraction physique qui les avait initialement réunis.
Sa lumière répondait à sa présence avec chaleur plutôt qu'avec une intensité brûlante, tandis que sa nature vampirique l'aidait à concentrer l'énergie chaotique qu'elle avait auparavant l'impression de diriger comme un éclair à main nue. Leur premier baiser déclencha une résonance magique à laquelle aucun d'eux ne s'attendait. Le pouvoir circulant entre eux dans des circuits qui créaient quelque chose de plus grand que la somme de leurs capacités individuelles. La lumière qui émanait de sa peau ne le brûlait pas mais le renforçait, améliorant ses sens surnaturels et sa vitesse tout en ancrant ses énergies sauvages dans des schémas qui semblaient naturels plutôt que forcés. Pendant ce temps, Dorian faisait face à une crise politique qui menaçait de déchirer la cour des vampires selon des lignes de faction qui se formaient depuis des décennies sous la surface d'une unité apparente. Cassandra avait convaincu la moitié du conseil que Lucien représentait un risque inacceptable pour la suprématie des vampires, arguant que son attachement à un phare le rendait fondamentalement inapte au commandement à une époque où la survie de leur espèce dépendait du maintien de distinctions claires entre les dirigeants et les sujets. Maya était trop dangereuse pour vivre, affirmait-il, ses capacités représentant une menace existentielle pour le fragile équilibre du pouvoir qui avait maintenu la stabilité de la société des vampires pendant des siècles. Les membres du Conseil qui soutenaient cette position prévoyaient d'invoquer le droit de défi, un mécanisme formel qui leur permettrait de régler les différends de succession par un combat à mort. Cette ancienne loi n'avait pas été utilisée depuis plus de 2 siècles. Mais les événements récents avaient créé des circonstances qui la rendaient applicable malgré les tentatives de Dorian de maintenir le contrôle par des manœuvres politiques traditionnelles. Ceux qui étaient loyaux à la dynastie des Blackthorn se retrouvèrent en infériorité numérique face à des nobles dont les ambitions avaient été frustrées par des décennies de règne stable et qui voyaient dans l'agitation actuelle une opportunité de faire avancer leurs propres agendas, quel qu'en soit le coût pour la société des vampires dans son ensemble. Le message de Dorian leur parvint par des réseaux de vieux alliés qui avaient servi la famille Blackthorn depuis avant que les colonies américaines ne déclarent leur indépendance, vis-à-vis des puissances européennes qui n'avaient aucune idée que des cours surnaturels opéraient sur leur propre territoire. Revenez pour la troisième épreuve, avertissait la communication cryptée, ou je ne pourrai protéger aucun de vous de ce qui va suivre. Le Conseil s'enhardit en votre absence, et des influences étrangères murmurent des promesses qui séduisent ceux qui préfèrent le pouvoir à la sagesse. Le temps de se cacher est révolu, et seule une confrontation directe peut préserver ce qui reste de notre ancien pacte avec les forces qui maintiennent l'équilibre entre les mondes. Maya et Lucian comprirent tous deux que c'était un piège. Mais ils reconnurent aussi que fuir éternellement n'offrait aucune véritable solution à des problèmes qui ne feraient que devenir plus dangereux avec le temps. Ils retournèrent au domaine des Blackthorn la nuit du solstice d'automne, lorsque la magie des vampires atteignait son apogée et que les anciens rituels avaient une efficacité maximale. Le château flamboyait d'une énergie surnaturelle qui faisait scintiller l'air même de puissance, et Maya pouvait sentir les protections et les sorts vibrer comme des cordes de guitare tendues à leur point de rupture. La troisième épreuve eut lieu dans l'ancienne arène du château, une chambre circulaire taillée dans la roche vivante et bordée de miroirs d'obsidienne qui ne reflétaient pas seulement les images, mais aussi l'essence spirituelle de ceux qu'ils observaient. Traditionnellement, les princes vampires relevaient les défis avec la lame et les crocs seuls, comptant sur la vitesse et la force plutôt que sur des capacités magiques qui pourraient donner des avantages injustes à ceux dont les lignées portaient des dons surnaturels. Mais Cassandra avait convaincu le Conseil de modifier les règles, arguant que les temps changeants exigeaient de nouvelles approches pour tester les capacités de commandement. La magie était désormais autorisée, ce qui signifiait que Maya pouvait ouvertement aider Lucian sans enfreindre la loi de l'épreuve, ni violer les traditions qui régissaient la succession des vampires depuis plus d'un millénaire.
Le champion choisi pour affronter Lucien émergea des ombres comme un cauchemar incarné, sa présence remplissant l'arène d'un froid qui n'avait rien à voir avec la température et tout à voir avec des siècles de violence accumulée. Victor Dracul commandait le respect même des vampires qui avaient vécu un demi-millénaire, sa réputation bâtie sur 800 ans d'expérience au combat et de défis qui n'avaient jamais abouti à autre chose que la mort de son adversaire. Sa présence signifiait que la noblesse vampire étrangère soutenait le coup d'État de Cassandra, des cours européennes qui avaient observé la politique des vampires américains avec une inquiétude croissante quant aux tendances à la coopération avec les gouvernements humains plutôt qu'à leur domination. Alors que le combat commençait avec une formalité rituelle qui masquait des intentions létales, Maya réalisa la véritable portée de la conspiration qui les avait amenés à ce moment. La lutte ne concernait pas seulement la succession de Lucian, mais aussi la prévention d'une alliance entre un vampire et un phare qui pourrait remodeler la politique surnaturelle dans le monde entier. D'autres dirigeants vampires voulaient maintenir les anciennes traditions, garder les humains dans l'ignorance tandis que les créatures surnaturelles régnaient depuis l'ombre, le pouvoir concentré entre les mains d'anciennes lignées qui avaient dominé depuis que les civilisations avaient appris à craindre l'obscurité. Un phare associé à la royauté vampire représentait un changement qu'ils ne pouvaient tolérer. Un précédent qui pourrait inspirer d'autres espèces surnaturelles à former des alliances capables de défier l'ordre établi qui avait servi les intérêts de l'élite pendant des siècles. Le duel devint une bataille à trois alors que les alliés de Cassandra attaquèrent Maya depuis la galerie, pendant qu'elle tentait d'aider Lucian contre un adversaire dont la vitesse et l'habileté avaient été affinées par des siècles de combats à mort. Mais le pouvoir de Maya avait grandi pendant leur séjour dans la cabane, renforcé par la pratique et la connexion émotionnelle avec quelqu'un qui comprenait à la fois ses capacités et les responsabilités qu'elles impliquaient. Pour la première fois en 3 siècles, le feu d'un phare brûla de nouveau dans une cour de vampires, son éclat révélant des vérités qui avaient été cachées dans les ténèbres et illuminant une corruption qui ne prospérait que lorsqu'elle était dissimulée à un examen honnête. Le retour magique de leurs énergies combinées brisa les sorts de protection qui gardaient le domaine depuis sa construction, des enchantements séculaires se défaisant comme un tissu tiré par trop de fils à la fois. La magie du glamour qui cachait le château des satellites humains échoua de manière catastrophique, laissant la forteresse visible à une technologie qui amènerait bientôt des hélicoptères de presse et des enquêteurs gouvernementaux, exigeant des explications que personne n'était prêt à fournir. Le plus grand secret du monde surnaturel était sur le point d'être exposé à un examen humain qui pourrait soit détruire le fragile équilibre entre les mondes, soit forcer une nouvelle ère de coopération qui bénéficierait à tous ceux qui étaient prêts à embrasser le changement plutôt que de s'accrocher à des traditions bâties sur la peur et la domination. Victor Dracul se déplaçait au combat avec la précision fluide de quelqu'un qui avait perfectionné l'art de tuer au cours de 8 siècles de victoires ininterrompues, sa lame chantant dans un air qui semblait s'écarter devant une vitesse surnaturelle, tandis que Lucien luttait pour égaler des réflexes aiguisés par une expérience qui couvrait l'ascension et la chute d'empire. Chaque coup porté par l'ancien guerrier était empreint d'une intention létale, affinée par d'innombrables duels où la pitié signifiait la mort et l'hésitation ne valait rien d'autre qu'un voyage rapide vers l'au-delà qui attendait les créatures déjà mortes une fois. Maya observait avec une horreur croissante les défenses de Lucian commencer à s'effriter sous l'assaut incessant d'un adversaire dont l'habileté transcendait la simple prouesse physique pour entrer dans le domaine de l'art surnaturel. Le sang coulait de blessures qui auraient été fatales à n'importe quel humain. La lame enchantée de Victor trouvant des brèches dans la garde de Lucien avec une précision d'horloger, chaque coupe conçue non seulement pour blesser, mais aussi pour affaiblir et désorienter par une douleur que la guérison vampirique ne pouvait surmonter immédiatement.
Les miroirs d'obsidienne de la reine reflétaient le combat sous des angles qui montraient non seulement les mouvements physiques, mais aussi l'énergie spirituelle circulant entre les combattants, révélant comment les siècles d'expérience de Victor lui permettaient d'anticiper les attaques de Lucian avant même qu'elles ne soient entièrement formées dans l'esprit de son adversaire. Lorsque la lame de l'ancien guerrier perça enfin la poitrine de Lucien et atteignit son cœur avec une précision chirurgicale, l'amour désespéré de Maya déclencha son plein potentiel de phare d'une manière qui transforma non seulement la bataille immédiate, mais aussi la nature fondamentale de ce que signifiait être un vampire, dans un monde où les vieilles certitudes s'effondraient comme des fondations bâties sur du sable. Une lumière jaillit de ses mains, avec une intensité qui fit craquer et voler en éclats les miroirs de la reine. Mais au lieu de simplement brûler Victor ou de guérir les blessures de Lucian, son pouvoir fit quelque chose de sans précédent dans l'histoire surnaturelle. Le lien entre Maya et Lucien, renforcé par des semaines de pratique et de connexion émotionnelle, créa quelque chose de entièrement nouveau, alors que son énergie de phare circulait à travers leur résonance magique et transformait la nature même des vampires. Elle ne se contenta pas de guérir Lucien, elle le changea au niveau cellulaire, réécrivant une génétique surnaturelle qui était restée constante depuis que l'espèce avait émergé des peurs primitives et des fins anciennes de l'humanité. Le vampire qui se releva du coup supposément fatal de Victor était quelque chose qui n'avait jamais existé auparavant, une créature qui pouvait marcher au soleil sans brûler, dont la morsure pouvait guérir au lieu de drainer, dont l'existence même prouvait que les anciens antagonismes entre les espèces étaient des choix plutôt que des lois immuables de la nature surnaturelle. Victor brûla dans la lumière de Maya, alors qu'elle redirigeait son pouvoir vers quelqu'un qui représentait tout ce qui n'allait pas dans la culture vampirique, des siècles de violence accumulée et de pensées suprémacistes qui traitaient les autres espèces comme des ressources à exploiter, plutôt que comme des partenaires potentiels pour construire quelque chose de meilleur. Sa mort provoqua des ondes de choc parmi la noblesse vampire assemblée, qui allèrent au-delà de la simple surprise face à un résultat inattendu pour atteindre les hypothèses fondamentales qui avaient régi leur société depuis sa création. Certains nobles s'enfuirent immédiatement, ne voulant pas assister à des changements qui remettaient en question tout ce qu'ils avaient cru sur la supériorité des vampires et l'ordre naturel qui plaçait leur espèce au sommet des hiérarchies surnaturelles. D'autres s'agenouillèrent en reconnaissance d'un pouvoir qui transcendait les structures politiques traditionnelles, admettant qu'ils assistaient à la naissance d'une nouvelle ère, qu'ils l'accueillent ou non. Cassandra Volturi fit une dernière tentative désespérée pour préserver l'ancien ordre en attaquant directement Maya et Lucien, ces traits anciens tordus par une rage née de voir des siècles de planification minutieuse s'effondrer en quelques instants. Mais Dorian abandonna enfin sa neutralité politique et agit avec une violence rapide qui mit fin à sa menace de façon permanente, sa lame trouvant son cœur avant qu'elle ne puisse achever le sort qu'elle tissait pour détruire les preuves de la transformation qui menaçait tout ce qu'elle avait œuvré à maintenir. La troisième épreuve est terminée, annonça Dorian aux membres survivants du Conseil, dont les visages reflétaient le choc et l'incertitude quant à ce qui allait se passer dans un monde où les lois anciennes venaient d'être réécrites par des forces qu'aucun d'eux ne comprenait pleinement. Mon fils a non seulement prouvé sa force, mais il nous a montré une voie qui nous éloigne des ombres que nous avons habitées pendant des siècles vers des possibilités que nous n'avions jamais osé imaginer lorsque nous pensions que la survie exigeait de se cacher de ceux que nous considérions comme inférieurs. La victoire eut des conséquences qui s'étendirent bien au-delà des murs d'obsidienne de l'arène, car l'intensité de la bataille magique avait submergé les sorts de protection qui avaient dissimulé la cour des vampires à la technologie humaine pendant des générations. Des flux satellites montrant des combats surnaturels se propageaient déjà sur les plateformes de médias sociaux,
téléchargés par des systèmes automatisés qui surveillaient la zone à la recherche de signatures électromagnétiques inhabituelles et qui avaient soudainement détecté des lectures d'énergie qui défiaient la physique conventionnelle. Les siècles d'existence cachée prenaient fin en temps réel. Alors que les agences gouvernementales se dépêchaient de comprendre des images montrant des créatures se déplaçant plus vite que l'œil humain ne pouvait les suivre et une lumière qui brûlait sans source d'ignition visible. 6 mois plus tard, le monde s'était adapté à des révélations qui transformèrent tout, du droit international à la doctrine religieuse. Alors que les communautés surnaturelles du monde entier se virent contraintes de choisir entre l'intégration et l'isolement dans une réalité où le secret n'était plus possible. L'incident de Seattle avait créé une cascade de divulgation qui révéla non seulement les vampires, mais aussi les loups-garous, les sorcières et des dizaines d'autres espèces surnaturelles qui s'étaient cachées parmi les populations humaines depuis des millénaires. Certains vampires s'adaptèrent avec une grâce surprenante, utilisant leur richesse et leur influence accumulées pour s'intégrer dans la société légale, tandis que d'autres se retirèrent dans des enclaves cachées où ils nourrissaient un ressentiment amer pour le secret perdu et rêvaient de revenir aux anciennes coutumes par la violence si nécessaire. Maya travailla aux côtés de Lucian pour établir la fondation Blackthorn, une organisation dédiée à la construction de ponts entre les communautés humaines et surnaturelles par l'éducation, la diplomatie et des programmes pratiques qui démontraient les avantages de la coopération sur le conflit. Son ancien lieu de travail avait été transformé en le premier centre d'intégration de la fondation, où les humains pouvaient rencontrer des vampires en toute sécurité sous une protection neutre qui garantissait que les deux espèces pouvaient interagir sans crainte de violence ou d'exploitation. Le restaurant qui n'avait autrefois servi que du café aux insomniaques et aux âmes perdues accueillait désormais des programmes d'échange culturel, des cours de langue dispensés par des vampires qui se souvenaient de la prononciation originale de langues mortes et des collaborations de recherche médicale qui combinaient les connaissances scientifiques humaines avec des capacités de guérison surnaturelles capables de révolutionner le traitement de maladies qui tourmentaient l'humanité depuis ses débuts. Dorian surprit tout le monde en embrassant la nouvelle transparence avec un enthousiasme qui semblait sincère plutôt que calculé pour un avantage politique. Peut-être, dit-il à Maya lors de la cérémonie d'ouverture de la fondation, est-il temps pour les vieux monstres d'apprendre de nouvelles manières et de découvrir si des créatures façonnées par des siècles de peur et de faim peuvent trouver un sens dans autre chose que la domination sur ceux que nous considérions autrefois comme des proies. Sa transformation de patriarche froid en leader progressiste devint un modèle que d'autres nobles surnaturels étudièrent pour décider comment naviguer dans un monde où les structures de pouvoir traditionnelles s'effondraient sous le poids d'une honnêteté forcée. Lucian demanda Maya en mariage, non pas avec des symboles conventionnels, mais avec un serment de sang qui prolongerait sa vie mortelle pour correspondre à sa durée immortelle, créant un partenariat conçu pour durer des siècles plutôt que des décennies. Le rituel impliquait une magie ancienne qui liait leurs âmes d'une manière qui transcendait la mort elle-même, garantissant que quels que soient les défis que l'avenir apporterait, ils seraient affrontés par deux personnes dont l'amour s'était déjà avéré capable de réécrire les lois fondamentales régissant l'existence surnaturelle. Elle accepta, sachant que leur lien représentait l'espoir d'un avenir qu'aucune des deux espèces ne pourrait atteindre seule, une démonstration que la coopération pouvait créer des possibilités qui surpassaient tout ce que les vampires ou les humains avaient accompli par l'isolement et la méfiance. La conclusion de l'histoire les ramena là où tout avait commencé, au restaurant à 2 heures du matin, mais la banquette où un garçon solitaire s'était autrefois assis en silence accueillait désormais des pourparlers de paix entre des nobles vampires et des diplomates humains qui apprenaient lentement à se faire confiance malgré des siècles de peur et d'incompréhension. Maya servait du café à des créatures qui s'étaient autrefois cachées dans l'ombre,
tandis que Lucien arbitrait les différends avec une patience qui venait de savoir qu'il avait des siècles pour trouver des solutions, plutôt que des années ou des décennies. Dehors, la première communauté mixte de vampires et d'humains prenait forme dans les contreforts des montagnes olympiques, une ville où l'énergie des phares alimentait une technologie propre qui promettait de résoudre des problèmes environnementaux qui avaient semblé insurmontables, tandis que la force des vampires construisait des maisons conçues pour durer des millénaires plutôt que des décennies. La serveuse qui avait montré de la gentillesse à un garçon ignoré était devenue un pont entre les mondes, prouvant que parfois, les plus petits actes de compassion pouvaient remodeler le cours de l'histoire lorsqu'ils étaient accomplis par quelqu'un dont le cœur était assez grand pour voir au-delà des différences et reconnaître l'humanité fondamentale qui reliait tous les êtres pensants, quelle que soit leur espèce ou leur capacité surnaturelle.